Là, oui. Ah bon, d'accord. C'est à cause de mes jambes, c'est pour ça que ça endormi pas. Parce que c'est le seul. Je touche la peau. Là, comme ça, si ça vous ennuie pas, voilà. Que je te le mets là. vous laissez sortir au moment où on sort. Comme ça, je suis. Comme ma part. Voilà. Comme ça, selon vos difficultés oculaires, hein, que vous soyez hypermétrope, myope ou presbyte, oui. Alors comme ça, vous avez à chaque fois, vous avez le tableau qui est normalement idoine, hein, sur la place que vous avez et sur la distance du tableau, tu vois. Attendez, je regarde. Bien avancé. Bon, ça va, vous êtes bien installés? La salle est climatisée, vous avez vu, hein. Je vois, madame, que vous avez mis votre petite étole. Parce que c'est très bien parce que vous êtes sur la clim comme ça. C'est une petite étole achetée à H&M parce qu'elle va au off. Sinon, c'est un carré RS, elle va dans le in. Mais bon, l'essentiel quand même, c'est pas prendre froid. L'essentiel, on est d'accord. Après que ce soit des enfants turcs de 5 ans qui font le vêtement au pain, non, je plaisante. Voilà, et sinon ça va, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, jeune homme, ça va bien? Ah ouais, bah c'est bien, écoute. Là, donc la clé, là, je crois qu'il y a une autre, je sais plus. Bonjour. Bonjour. Bon, on a quelques petits boostillons, hein. Moi, je prends tout le volet. C'est mon tous chlorophylle. Donc, tu auras 12 ans de post-tard, mais si tu veux, il sera une parfumée. Je peux le remettre, je peux le faire serrer. Rajouter sur le monsieur là, avec le joli cheveu, il y a les camailleux de verre, les rouges, les calmes, soit pas qu'il y a personne. Vas-y, bonhomme, regarde, t'as une tasse là, attendez. T'as tes cavaliers déjà. Moi, je parlais des bonhommes, tu vois, t'étais pas obligé de la dame, tu vois. Sinon, t'as une place contre le mur, ok, c'est
Non, hein. Ouais. Coquin, tiens, allez. Toi, t'espères beaucoup dans l'extinction des lumières publiques, hein? Allez. Mais oui, ça vient, tiens. C'est parti. Ah, allez, bah écoute, bon du cul dans la tourmente. Mais oui. Bien, bah écoutez, on va y aller, hein, comme il dit l'autre. Hein. Alors, rapidement, juste avant quand même. Parce que c'est toujours pareil. Normalement, elle m'écrit avant. Elle me dit est-ce que ça s'est bien passé. Non, c'est plutôt après qu'il faudra me demander. Je sais pas ce que vous faites, vous, si vous faites, si vous mettez sur l'avion, si vous mettez sur silencieux. Silencieux, l'avion, ça se comprend. Carrément, vous éteignez, vous, madame? Oui, madame, elle fait le in aussi, ça se comprend. Hein. Une pro, hein. Moi, je mets que sur silencieux, je garde la 4G, comme ça, je peux voir ceux qui veulent devenir mes amis sur Facebook. Pendant le spectacle, il y en a qui font ça. Et là, je veux dire, ça te casse les pattes quand même quand tu sors. Voilà, je me sais pas comme ça. Bon, bah écoutez, on va y aller, hein. On va y aller. Je voudrais tout de suite vous mettre à l'aise quand même, hein, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté ou d'inquiétude. On est parti sur un... parce que des fois, les gens sont un peu intimidés par rapport à la philosophie. Hein. Donc, tranquille, hein. Philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts, pétomane mental, mais uniquement le week-end. Donc si vous étiez parti sur une expérience un peu Finkielkraut, non. Tranquille, hein, je me mets à l'aise. Hein, voilà. Ça, faut vraiment poser les trucs. Alors, deuxième élément aussi qui est important pour poser un petit peu le dispositif. Voilà, je m'empare donc de mon accessoire de théâtre indispensable. Qui vient du frigo, touche, il est encore très frais. Oui, on le voit. Tu vois, regarde, c'est clair, hein, touche un peu. Tu touches qu'avec le doigt, mais tu touches à pleine main. Vas-y, lâche les petits chemisiers. Tu vois, c'est quel joli rang coloré. Toi, non, toi, t'as balance. Voilà. Alors, je vais donc utiliser mon accessoire de théâtre. Je tiens à préciser une chose par rapport à ça pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Les gens disent un accessoire de théâtre. Attends, mon cul, c'est une bouteille de vin rouge. Et de même, les mêmes gens qui disent c'est pas un accessoire de théâtre, c'est une bouteille de vin rouge, disent, en plus il va la boire devant nous, tu sais. Mais non, c'est pas moi qui vais la boire devant vous, c'est mon personnage. Non, mais sur la magie du théâtre, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Parce que je commence à me faire taper une sale réputation sur Avignon, les mecs disent putain, Guyard, ce qu'il engloutit sur un festival, c'est une horreur. Je tiens à préciser, vraiment pour vous mettre à l'aise, que c'est le personnage qui boit. Si moi je buvais autant que lui, je te dis pas dans quel état je serais à la dernière semaine, tu comprends? Alors écoutez, on va procéder à l'ouverture de cet accessoire, dont vous allez comprendre ensuite toute l'utilité au fil du spectacle. Faut pas que j'attrape. Voilà. Allez. Alors, suivez bien. Ce qui va se passer est assez important. Pas de flash, parce que sinon je tombe. Oh là là là. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Je vous demande toute votre attention. Est-ce que tout le monde a vu? Pas sûr, je refais. Ça a son importance, ça a vraiment son importance parce que je le referai à plusieurs reprises en fait, hein, tout au fil du numéro, et je le fais vraiment par amour pour vous. Hein. Parce qu'en fait, vous savez ce qui se passe avec la philosophie. Très souvent, comme ça en philosophie, les gens sont un peu intimidés, comme je le disais tout à l'heure, ils ont du mal parce qu'il y a des enchaînements de concepts et comme ça, des concaténations intellectuelles extrêmement serrées, des chaînes argumentaires très précises. De temps en temps, les gens se disent, bon ok d'accord, ça va. Il me semble que là, il a achevé une chaîne argumentaire, il est arrivé au bout de sa démonstration, il en engage aussitôt une autre après. C'est un peu difficile, c'est un peu éprouvant, et j'aurais besoin qu'il y ait une pause, en fait, entre les deux démonstrations, pour que je puisse bien les isoler les unes des autres. C'est la raison pour laquelle, en fait, cette pause, je vous l'offre. Hein. Quand vous me voyez faire ça, ou plutôt quand vous voyez mon personnage faire ça, dites-vous que c'est l'occasion pour vous
par cette rupture pédagogique, engager la réflexion sur ce qui vient d'être dit. Ça va? C'est très important, hein, la rupture pédagogique. Hein. Je l'ai mise au point quand j'enseignais à l'éducation nationale. J'ai eu ensuite un léger différend avec mon inspecteur de tutelle et depuis j'enseigne plutôt dans des lieux comme ça, avec des gens plutôt comme vous. Donc ça c'est important. Ultime chose avec toute convention qui est aussi très remarquable, et tout ça vous savez qu'il y a des choses qui vont par deux, des choses qui vont par trois, vont par deux, par exemple les gendarmes. Les gendarmes sont toujours par paire. Hein. Les témoins de Jéhovah aussi sont toujours par paire. Les testicules aussi sont toujours par paire. Vous voyez ici si vous voulez du synonyme, mais là c'est notre problème. Hein. Par contre en philosophie on est par trois. Hein. Vous le savez sans doute, en philosophie on procède en trois étapes. Il y a une première étape en philosophie qu'on appelle traditionnellement la thèse. Et lors de la thèse, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on aborde une question comme celle-là, quand les médias complotent, est-ce le pouvoir qui se touche? Et en fait, une question comme celle-là, en fait, lors de la thèse, on mobilise des auteurs pour essayer d'y répondre. Genre, par exemple, là, tu vois, je ferais trop appel à un mec, il est petit, il pense la violence et le mensonge en politique, il vit pour et par la violence et le mensonge en politique, il est petit, il est de petite taille, son prénom c'est Nicolas. Nicolas Machiavel. Voilà, donc je ferai appel à lui par exemple, tu vois, dans ma thèse. Je ferai aussi appel à un autre mec que tu connais peut-être, mais qui s'appelle Marx. Tu connais? Ouais. Nathalie Arthaud avec une barbe. Et tu feras appel aussi à un mec qui s'appelle Althusser. Althusser, c'était un mec, c'était un marxiste des années 70, hein, qui malheureusement un jour a étranglé sa femme. Et ça a été d'ailleurs le dernier mot de sa femme. Althusser. Elle est moyenne, je me suis tâté ce matin quand même. Elle est moyenne. Je ferai aussi appel à un mec aussi important parce que les mecs, des fois, ils le connaissent et tout ça, parce que vous lisez Télérama quand même. Hein. Je ferai appel à un mec aussi, il s'appelle Guy Debord. Tu connais Debord? Des fois, les gens disent on connaît un peu trop maintenant, il est un peu à la mode et tout, il serait temps de virer Debord. Il est un peu plus subtil que Althusser. Hein, tu vois? Donc voilà, je ferai appel à ces auteurs-là pour essayer d'aborder cette question. C'est la fameuse thèse. Mobilise les auteurs pour essayer de penser le sujet. Mais, vous savez, en philosophie, on ne se contente pas d'avoir la thèse, on fait référence aux auteurs. On n'hésite pas à avoir un regard critique et distancié avec les auteurs. Hein. On ne se contente pas d'avoir une parole, qui serait une parole de vérité. On engage une distance. Et c'est la fameuse deuxième partie qu'on appelle traditionnellement la fameuse antithèse. Et lors de l'antithèse, eh ben, c'est exactement ce qui va se passer pour vous. Mais c'est là que vous n'hésiterez pas. C'est que vous en dites à prendre la parole. Si vous avez des remarques, des questions, des polémiques, ou si vous avez la comprenette un peu difficile, je me ferai un plaisir de revenir sur les éléments et je répondrai à toutes vos questions. Je répondrai à toutes les questions et j'y répondrai au maximum, de mauvaise foi. C'est la deuxième partie, après la thèse, l'antithèse. Mais, comme je vous le disais en philosophie, il n'est pas que deux parties, il en est trois. Et après la thèse, et après l'antithèse, il est toujours la place pour une troisième, qui s'appelle la fameuse foutaise. Ça va se passer en fait. Nous allons en fait faire le pot de l'amitié dehors, nous sortirons tous et nous continuerons à philosopher et à boire. Et je n'hésiterai pas à faire en sorte que nous puissions nous partager ce qui restera de la bouteille. Vous comprenez que vous avez intérêt à comprendre vite. Vite, vous comprenez le moyen de rupture pédagogique, le moyen de rupture pédagogique, plus vous pourrez boire à la bouteille. Ça, c'est l'argument que j'avais donné à l'inspecteur d'académie. Ça a marché du tout. Les gens s'inquiètent en disant quand même, il ne va pas en rester beaucoup, hein, parce que ça va quand même vite. C'est la raison pour laquelle la production ne reculons devant aucun sacrifice. N'hésite pas à mettre à notre disposition ceci. Vous êtes soulagé, vous avez raison, c'est le cubi philosophique. C'est le cubi hors note. Cubi, très bien, vous connaissez Jacques Espire, très bien. Et donc nous sortirons avec ce qui restera de la bouteille, nous sortirons bien sûr aussi avec le cubi hors note cubi, de telle sorte que, tandis que vous partagerez le fond de bouteille, moi et les régisseurs, nous partagerons le cubi hors note cubi. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, les règles ont été posées, la méthodologie a été exposée, nous pouvons maintenant engager le sujet, mais auparavant, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vous êtes en train. C'est bon, arrêtez de réfléchir. Oui, alors voilà, c'est le sujet, je me suis dit, tiens, on va réfléchir un peu, parce que quand même, circulent un peu dans l'atmosphère depuis quelques années les théories du complot, tu sais.
théories du complot qui disent qu'on est affreusement manipulé. Et très souvent, les mêmes théories du complot te disent on est manipulé par les odieux, par les affreux médias. Même certains très pervers disent les merdias, tu vois, en disant que bon ben voilà. Il y a pour ainsi dire un monde qui est un monde simple, limpide, qui souffre pas l'ambiguïté, mais se jette dessus des médias qui travaillent à la dissimulation, à l'ambiguïté, à la confusion. C'est un peu ça, si vous voulez, la vulgate aujourd'hui. L'idée sur laquelle le monde bordel est simple, et malheureusement, il y a les médias qui nous emmerdent les ficottes. Voyez-vous? Alors moi, ce que je vais faire, je vais faire le contraire, en fait. Je vais dire, tiens, on va aller voir le truc à l'envers, on va retourner la chaussette, ou le lapin, ou l'huître, enfin, vous voyez ce que vous voulez, hein. Mais en fait, peut-être la thèse qu'on va essayer de creuser, c'est le contraire. On va dire, bon, arrêtez de taper sur la gueule des médias en disant qu'il y a un monde qui est clair, qui est simple, qui ne souffre pas d'ambiguïté, mais qui est rendu complexe et qui nous égare par la responsabilité des affreux médias. On va dire plutôt le contraire. On va dire, en fait, ce monde-là, notamment le monde du pouvoir, c'est le monde de la confusion, c'est le monde de l'ambiguïté, c'est le monde de la dissimulation, du renversement entre le vrai et le faux, et les pauvres médias, tant bien que mal, essaient de dépatouiller ça. Voyez-vous? Donc l'idée c'est quoi? Très souvent les gens disent ouais c'est bien la philo parce que grâce à la philo on a des idées beaucoup plus claires sur le monde. Ah c'est plutôt le contraire, si tout se passe bien, quand vous sortez, vous avez vraiment des idées très confuses. Mais plus justes. Parce que la confusion elle est au cœur du réel. Et parce que la confusion elle est orchestrée par nous. C'est ça qu'on va faire ensemble. Comptez pas sur moi pour mettre de l'ordre dans les idées. Comptez sur moi pour mettre du désordre. Ça va? Oui. C'est clair pour tout le monde? Bon! Non, calme-toi, Guyard, pas tout de suite. Bah écoutez, on va commencer, comme je vous le disais, dans du cul dans la tourmente, hein, et on va charger la mule déjà avec le premier zigoto qui est vachement intéressant, qui pose la question du pouvoir, comme ça, et trouve le mec qui s'appelle Nicolas Machiavel. Machiavel, tout ça, on est en 1517, 1521, tout ça. Et il écrit un petit bouquin qui s'appelle Le Prince. Et dans le petit bouquin qui s'appelle Le Prince, il essaie de réfléchir un peu en disant, tiens, tu vois ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est prendre des papillons, c'est prendre des fourmis, c'est prendre des cigales, et puis les cisailler comme ça, puis les ouvrir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais on peut faire la même chose, en fait, avec les hommes politiques. On peut les prendre, on peut les ouvrir comme ça, regardez comment ça marche. Il ne s'agit pas d'avoir un jugement moral, il s'agit d'avoir un jugement qui est un jugement froid et objectif. Comment que ça marche, le pouvoir? Comment que ça marche, le pouvoir? Et ce qui est très étonnant, c'est que dans ce petit bouquin, qui fut le livre de chevet de Mitterrand, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Gaulle, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Mussolini, je ne sais pas si vous vous souvenez. Étonnant, hein, tu vois, ce petit livre de chevet, en fait, il est très rigolo, parce qu'en fait, pour essayer de réfléchir sur le pouvoir, l'ami Machiavel, il dit la chose suivante, il dit, putain, j'ai un kiff formidable, messieurs, dames, j'ai un kiff formidable pour une déesse romaine. Trop, c'est la déesse Fortuna. Tu la vois, la déesse Fortuna, un petit peu? Bon, c'est le théâtre, c'est l'art de l'illusion. Tu imagines, je suis avec une blonde à forte poitrine. D'accord, tu vois? Et là j'ai une corne d'abondance. Tu vois? Tu connais la théorie du ruissellement? Corne d'abondance. Blablabloum, le blé, les pièces d'or et tout ça. Et ça Fortuna, c'est la déesse de la fortune, mais fortune au sens latin. C'est les hasards. Ça veut dire que des fois c'est bouché, tu sais. Hein? Par exemple, tu vois, depuis qu'il nous parle de la théorie du ruissellement, apparemment c'est bouché en fait, tu vois. Ça coule plus. Hein. De plus il en parle, moins ça coule, tu vois. C'est un peu bizarre quand même. Non, c'est pas bizarre, parce que nous dit Machiavel, le monde est organisé selon Fortuna. Alors tu vas me dire, c'est un peu bizarre, on s'attendait à un texte de philo politique et tout ça. Et le mec, il fait vraiment une fixette sur cela, sur la déesse Fortune. Il va même plus loin, Machiavel, il dit le monde est organisé par la déesse Fortune. En fait, non, il ne peut pas dire ça. Parce qu'il dit au fond, le monde est désorganisé. Le monde est désorganisé parce que c'est Fortuna qui règne en maîtresse. Alors vous allez me dire, ouais, bon, d'accord, ok, ça va, tout ça, théorie du chaos, enfin, 1517 quand même. 1517. Ce bouquin a été mis à l'index par le Vatican. Et pourquoi il a été mis à l'index par le Vatican? Pour une raison toute simple. C'est qu'il n'est pas en train de nous dire ah, les mecs, tranquille, dans le monde, il y a la Providence qui travaille. Et quand il y a la Providence qui travaille, il y a un ordre dans le monde. Et quand il y a un ordre dans le monde, c'est un ordre qui est fondé de telle sorte qu'au sommet, tu as des gens qui sont justes.
Ceux qui sont au pouvoir méritent d'être au pouvoir, parce qu'il y a un ordre des choses. Et ceux-là qui sont au pouvoir, au fond, ça ne devrait pas être des gens qui ont été posés par la déesse Fortune, mais ce serait plutôt ceux qui seraient bénis par Dieu, voire par Jupiter. Et notre Machiavel, il est en train de dire quoi? Il en dit, mais arrêtez de croire à ça. Arrêtez de croire que le monde est bien fait. Le monde, c'est le règne du chaos. Et dans ce chaos, la providence s'est retirée, Dieu s'est retiré. Peut-être qu'il existe, mais là-dessus, il est impuissant, quoi. Et comme c'est le régime du chaos, comme c'est le régime du désordre, comme c'est le désordre qui règne en maître, est-ce que vous croyez alors que les plus méritants, les plus justes, les plus honnêtes sont ceux qui peuvent avoir le pouvoir? Mais pas du tout, dit Machiavel. Dans un monde dans lequel les justes ne sont pas récompensés, dans un monde dans lequel les injustes, au contraire, peuvent être récompensés, ceux qui ont le pouvoir sont justement ceux qui sont prêts à tout. Ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui, justement, n'ont pas de retenue morale. Parce que si vous avez des retenues morales en disant, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Non, je ne vais quand même pas être dégueulasse au point, par exemple, tu vois, d'installer auprès de moi quelqu'un... comment dire, qui est mon intime, qui est mon familier, qui n'a pourtant aucune qualification par rapport au nombre de sécurité, à qui on a refusé le port d'armes, à qui on a donné par exemple un grade que normalement on obtient au bout de 25 ans, quand on est engagé dans l'armée, grâce à quoi on peut coordonner l'action de 3000 hommes, un homme qui obéit à des impulsions démentes, puisqu'il adore battre des femmes au sol, tu vois. Ah non, c'est mon intime, je lui donne même les clés de la maison, il est toujours avec moi, par exemple en téléski, c'est moi qui suis assis à côté de lui, tandis que ma femme, elle ne saute applaudir que toute seule. Quoi? On est dans quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Mais ce mec, on sait d'où il vient, ce mec. Il a été violé à 15 ans. Il n'a pas été suivi et accompagné par les services sociaux ou psychologiques. Il n'a pas été pris en charge du tout. Le mec est dans le délire de toute puissance, il a un gros travers narcissique extrêmement dangereux. Et ce mec est tout pouvoir, c'est très dangereux, c'est injuste. Je dis même pas que fait la police, puisque la police l'accompagne et l'encourage et le protège. Je dis que fait Dieu. Mais Dieu n'est pas là, dit Machiavel. Dieu n'est pas là parce que le pouvoir est donné à des gens comme ça. Plus le mec est malade, moins il a des retenues, moins il est capable de se juguler, plus il est prêt à tout, et plus il est prêt à tout dans un monde où rien ne retient personne, plus il a le pouvoir. Ah, tu as voté pour lui. Je ne connais pas le... Je ne connais pas pour ça, il y avait une prise de distance. En fait, donc tu ouais, t'aggraves le cas, en fait, si tu veux. Mais ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire quoi? Il faut commencer par ça, en fait. Machiavel nous explique que celui-là qui monte dans les échelons du pouvoir, c'est celui-là, justement, qui n'a pas les retenues morales. Parce que ce monde n'est pas moral. Et donc, plus le pouvoir est donné à quelqu'un qui en a, plus le pouvoir s'accumule entre les mains de quelqu'un, plus celui-là qui a le pouvoir et qui le conserve a les mains ensanglantées. Plus celui-là qui a le pouvoir, c'est d'abord celui qui nous trompe et qui nous ment. Et la récompense du mensonge, c'est la dissimulation de sa laideur et l'illusion que sa place est légitime. Mais sa place n'est pas légitime. Par conséquent, il doit être le promoteur du mensonge et de la dissimulation. Allons même plus loin, il ne doit pas avoir du tout de tenue, d'orientation, de principe. Parce que c'est par malheur, il y a des principes. Et dans un monde qui n'a pas, il perd. Donc, au moins, il est clair avec lui-même. Au plus, il est haut dans la hiérarchie de ce monde qui est régi par la déesse Fortune. Tu le dégestes, ça? Tu le piges? Et il va même plus loin, l'ami Machiavel! Il dit on peut même plus loin. Ceux-là même qui ont le pouvoir sont ceux, effectivement, qui sont libérés de toute retenue morale et qui sont les maîtres dans la dissimulation et le mensonge, qui sont même, dit-il, des virtuoses. La vertu du prince n'est pas une vertu à caractère moral, mais une virtuosité dans l'exercice de la tromperie. Le pouvoir n'est donc pas quelque chose qui pourrait s'exercer de manière simple et qui serait alors entre les mains de marbouillots et de trompeurs qui voudraient nous masquer la réalité. Mais quiconque détient le pouvoir, détient le pouvoir de tromper. Exercer le pouvoir, c'est tromper, c'est mentir, c'est trahir. Nous dit Machiavel, hein, c'est pas moi. Ça va? Vous le saisissez tout ça? C'est clair?
Une illustration musique avec un grand théoricien de Machiavel, chanteur français. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Gérard Collomb. Je ne savais pas. Je suis vraiment tout dans ce pays, mais par contre je ne savais pas, ça tu sais. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. Mais Gérard Collomb découvre Benalla aujourd'hui en fait. C'est non, tu vois. Mais attends, ça va, il a raison le Machiavel là-haut, tu comprends? Ça va, tu le piges? Bon, les gens ils disent quand même, il charge un peu la mule, lui là et tout, il est pas en train d'assombrir un peu le... Bien sûr que non qu'il assombrit pas le propos. Regardez avec quoi je suis venu ici, rien que pour vous, à la maison Yves de Chiffres. Vous le voyez, ce sac poubelle? Attends, c'est marqué dessus, c'est bon. Est-ce que vous le voyez, ce sac poubelle? Oui. Bon, alors apparemment, les gens ne voient pas tout. C'est pour ça que j'ai mis les tableaux à différence. On va leur faire, hein. Est-ce que vous le voyez, ce sac poubelle? Oui. Dans cette spontanéité. Dans ce sac poubelle, les gens se demandent ce qu'il y a, tu vois. Et ils disent, est-ce que c'est par exemple des nouvelles pièces à conviction qui pourraient, par exemple, relancer l'affaire du petit Grégory? Non. On est loin de la Vologne. Moi, il peut y avoir des affaires ici dans le Rhône, hein, c'est pas faux. Hein. Avec les silos qu'il y a dans le Rhône aussi, c'est très difficile de récupérer les petits Grégory. Alors écoutez, en fait, dans ce sac, il y a des petits livrets de philo foraine. Ces petits livrets de philo foraine, je vais vous les distribuer. Et sur ces petits livrets de philo foraine, il y a des extraits des philosophes selon lesquels que je te cause. De telle sorte que non seulement tu peux dire, ah peut-être que lui, il raconte des conneries, mais en fait, il y a quand même face au texte l'autre que j'ai recopié. À moins que j'ai recopié des conneries. C'est vrai. Je vais procéder de l'ouverture du sac, ensuite je vais distribuer les petits papiers, j'espère qu'il y en aura assez. Si j'en ai pas assez, si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel, vous me le dites et j'en donne un pour deux. Si tu veux avoir une love affaire, parce qu'en fait tu vas pas pour le table, tu vas pour pécho la blonde. Ok, voilà, tu me dis, est-ce que je peux en avoir un pour deux, ça me dit, tu me dis, ça rentre. Si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel régulier, mais en plus avec votre amant, votre maîtresse légitime, et que vous êtes mis côte à côte parce que vous espériez la pénombre. Vous disiez avec un sujet comme ça va être chaud bouillant, c'est bon, baraque à frites. En fait, non, on regarde la lumière. Alors, ça va peut être un peu décevant, mais ce faisant, si vous êtes les trois à côté d'une seule et même voix, vous me le dites que vous êtes ensemble, en fait, tous les trois, hein, et j'en donne un pour vous trois. Ça me fait que vous économiser. Parce que tout ce que j'économise en photocopie, en fait, on l'achète en cubi et je le vois. Je vais donc procéder à l'ouverture du sac. Vous êtes de gauche, vous lisez Télérama, mais ça ne vous empêche pas de rigoler sur des grosses vannes lourdingues de cul. Roland, envoie la musique. Alors nous allons procéder à l'ouverture du sac. On éteint la musique, Roland. Je pense que j'aurai encore des choses à raconter à maman tout à l'heure. Heureusement que j'ai la Christine, parce que t'as jamais fait ça? Alors, tu vois. Chère madame, mademoiselle, vous êtes toute seule? Non mais ce que je veux dire, tu couches pas avec ta mère. Tu es toute seule. J'en donne quand même, donc je veux dire. Donc bien sûr je circule, machin, je distribue, tant que je vous ne dis pas de l'ouvrir, c'est évident. Tu vas faire. Hein? Monsieur. Le gars, tu fais rire ta copine. Hein? Cher ami, monsieur. Là, je sais pas combien vous êtes sur qui. Pardon, excusez-moi, madame, je suis confus. Là, monsieur. Hop là. Là, voilà. Oh, pardon, je suis fait. Excusez-moi, ça me dit. Là. Alors? Pas encore. Merci. Voilà. Il me semble que j'avais vu des photos, moi, je crois que si je ne sais pas qui se...
Non, moi ça me fait parce que j'ai le poignet super souple. Je peux faire des... t'attrapes en plein vol. Attention, regarde, hop là. Je suis assez bon, j'ai une souplesse de poignet, j'ai fait 4 ans d'internat quand même. Donc, alors, fais attention, je fais des projections faciales aussi des fois. Voilà. Fais comme ça. Merci madame. Joli pantalon, hein. C'est doré, c'est quoi? C'est des feuilles d'arbre? Oui, c'est joli. Doré. Feuilles d'arbre dorées. Alors fin, bien sûr. Pardon, mon chéri. Ça nous a paraissé effectivement. Hop là, tiens, je t'en encore un autre. C'est bon, tout le monde est chargé la nuit là? Ça va là? Quelqu'un en veut d'autres? Non? Quelqu'un a repris par exemple? Peut-être non? Oui, c'est d'accord. Ah oui, regarde, alors c'est rigolo ce truc. Tu l'ouvres qu'une fois, regarde. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment d'actualité en plus. J'ai fait le dessin il y a quelques temps. Machiavel, on est sur le prince, on est dans le chapitre 21. Lis ça, écoute, c'est vachement intéressant. Il dit, le prince doit surtout s'étudier à ne rien dire qui ne respire. Donc c'est double négation. Hein. Donc en fait, il doit s'étudier à dire des choses qui respirent. Hein. C'est ne, ça fait oui. Hein. Il ne pleut pas, il fait beau. Bon, laisse tomber. Hein. Il doit surtout s'étudier à dire des choses qui respirent la bonté, la justice, la civilité, la bonne foi, la piété. Mais cette dernière qualité est celle qui lui importe le plus de paraître posséder. Alors vous vous souvenez quand il nous avait dit, hein, ces grands-parents de laïcité, qu'il fallait remettre des liens étroits entre l'Église et l'État, un truc hallucinant. Vous avez dit, c'est le rempart contre Daesh et tout, qui font tous les deux. Moi je veux l'Église parce que... Bon. Le mot important ici c'est quand même paraître, vous l'avez compris. Et allons plus loin dans le texte. Hein. Donc le plus important est de paraître les posséder, parce que les hommes en général jugent plus par leurs yeux que par leurs mains. Tout homme peut voir, mais très peu d'hommes savent toucher. On est sur la métaphore christique, c'est bien, Thomas, hein, mais c'est renversé, hein, parce que dans un monde où la providence a disparu, dans un monde où il y a la providence à comment toucher, les yeux signalent le miracle, dans un monde dans lequel Dieu s'en est allé, c'est Thomas, finalement, qui a raison, il faut toucher les choses. Mais les hommes ne touchent pas les choses. Les hommes se contentent de voir. Ils croient ce qu'ils voient, les malheureux. Et les seuls qui ne sont pas dupes du rapport au pouvoir, parce que eux, ils veulent un rapport concret, ils veulent toucher, ce sont des philosophes. Il n'y a que les philosophes qui s'y connaissent question pour toucher. C'est tout dans ce texte. Hein. Ça va? Tu le piges? Bon, ça c'est vachement intéressant. Sauf que c'était il y a un demi-millénaire quand même. Hein. Il y a un demi-millénaire, le premier penseur et théoricien du politique nous dit le pouvoir, c'est la sphère de la dissimulation et de l'apparence, et rien que de l'apparence. Mais il nous dit ça par rapport à des individus. Il faut des individus exceptionnels dans l'usage du mensonge. Tu vois? Sauf qu'il s'est passé un peu du temps. Du rosé a coulé sur mon foie. Et nous sommes passés maintenant à autre chose. Nous sommes arrivés maintenant au 19e siècle. Et au 19e siècle, il y a eu un truc assez incroyable que Marx il a repéré. C'est l'apparition de ce qu'on appelle généralement dans Télérama la démocratie de marché. Qui, parce que c'est un marché, n'est pas démocratique en fait. Et qui est, nous dit Marx, une république bourgeoise. Et qu'est-ce que c'est qu'une république bourgeoise? Il nous dit Marx, il dit, oh ben c'est facile, hein, c'est les bourgeois quand ils ont commencé trop à avoir de la tunasse, ils savaient plus quoi faire, il dit qu'est-ce qu'on va faire, on a trop de la thune et tout, on n'a qu'à changer la vaisselle, pour 500 000 €, on n'a qu'à creuser une vasque pour que Mémès baigne dans un monument historique, voilà, on n'a qu'à mettre un voyou avec qui j'adore faire du télésiège dans une halle de l'Élysée, on ne sait plus quoi faire de sa thune. Et quand on ne sait plus quoi faire de sa thune, à un moment, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bah tiens, on n'a qu'à acheter le pouvoir politique, hein, parce que ça va 5 minutes d'être banquier chez Rothschild, autant être président du monde. Donc ça, effectivement, c'est la deuxième étape. La bourgeoisie a le pouvoir économique et elle a le pouvoir politique. Puis à un moment, elle se dit, putain, on commence à être trop balèze la vérité. Ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait pas simplement le pouvoir politique, qu'on n'ait pas simplement le pouvoir économique, mais qu'on ait le pouvoir idéologique. Et là, on a les moyens parce qu'on est vraiment dégueulant de thunes et on ne sait plus quoi faire avec cette thune. Et là, il y a le coup de génie en fait de la République bourgeoise, de la démocratie de marché, c'est quoi? C'est donner l'illusion
aux gens qui vivent dans le régime en question, qui l'ont choisi et qui sont libres à l'intérieur. Tu vois ça? Alors il y a des artifices, par exemple, toujours au deuxième tour, c'est moi ou sinon t'as le fascisme. Et moi, dans 5 ans, qu'est-ce que je fais? Je fais grossir le fascisme. Comme ça, dans 5 ans, tu auras encore l'illusion de la liberté, moi ou le fascisme. Merci le fascisme. Un exemple, hein. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Mais là où c'est intéressant, et là où Marx fait avancer les choses par rapport à Machiavel, c'est que Machiavel me disait le mensonge est là au cœur du pouvoir, mais c'est d'abord le fait d'individus exceptionnels qui sont incapables d'être au clair avec eux-mêmes et qui sont par essence, sans essence, totalement tournés vers la dissimulation. Et là, Marx dit maintenant, on est passé des choses sérieuses, on est passé maintenant à un pouvoir idéologique, ça s'est institutionnalisé. C'est pas que des bonhommes exceptionnels, c'est la structure même du pouvoir maintenant qui marche avec des structures idéologiques qui fabriquent le consentement. Qui fabriquent le consentement. Tu le vois ça? Tu le piges un peu, tu vois? Alors les dispositifs, ils sont faciles, peut-être les gens les connaissent, ils disent par exemple, oui, c'est les journaux qui sont achetés par les puissants de ce monde. Non, c'est quand même un peu plus compliqué que ça quand même. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Et justement, Althusser, il dit, il faut toujours se souvenir qu'il y a des appareils idéologiques au service de l'État. Les appareils idéologiques, par exemple, il y a l'école. Tu te souviens de l'école? L'école, hein, mettre l'élève au centre, l'épanouissement de l'enfant, alors qu'on sait, en fait, ça sépare bien, hein, les fils de prof et d'avocat seront avocats et profs, et puis il y a des autres, ils vont faire le petit lycée pro, et puis ils font du shit. Tu vois ça? Et il continue à le et puis il dit c'est vachement intéressant de comprendre en fait que les appareils idéologiques, c'est pas simplement des puissances économiques qui achètent les journaux, hein, mais les appareils idéologiques, c'est vraiment ce qui fabrique, ce qui transforme, ce qui modèle, ce qui crée de la sensibilité, de la subjectivité, tu vois. Alors il ne faut pas tout de suite le voir encore du côté des médias. Il faut le voir par exemple, il dit alors du côté du sport par exemple, c'est ça. Le sport c'est d'abord une machine, une instance de dépolitisation, tu vois. Hein. Ou bien par exemple, je sais pas, par exemple, tiens, oublions les médias, et si on imaginait un appareil idéologique d'État aujourd'hui, tiens par exemple, on dit c'est bien, tu vois, il y a des femmes maintenant, elles sont comiques, elles montent sur scène. C'est bien, tu vois. Tu vois, on a fait des progrès quand même, tu vois. Maintenant on va les écouter un petit peu dans les sketchs, tu vois. C'est rigolo quand même, parce que les sketchs, dès lors que les femmes sont récompensées et qu'elles peuvent enfin accéder au pouvoir de la scène, je sais pas, tu vois, Florence Foresti, elle va camper des rôles de femmes. Mais si possible, des dindes et des pintades. Que des dindes et des pintades. Alors, d'accord, ok, bon, sinon, qui c'est qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir Blanche Gardin, ok. Blanche Gardin, ok, elle a réussi, elle est montée sur scène. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense toujours des figures qui sont des figures de la violence et de la pénétration et du viol. Avec une voix monocorde. C'est quand même bizarre, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la femme accède à la dignité de jouer de l'humour pourvu qu'elle est intégrée et qu'elle reproduise un discours misogyne. Ça, faut même le réfléchir. Parce que là, c'est pas simplement le Nouvel Obs ou TF1 ou BFM TV, mais ça veut dire qu'il se joue à plein régime des appareils idéologiques qui fabriquent des machines, de telle sorte que, par exemple, effectivement, un grand public féminin va consentir et va intégrer les normes misogynes par des figures féminines qui reproduisent l'aliénation qui est l'aliénation phallocratique. Putain! Et là, le pouvoir, toi, il peut se toucher, quoi. Parce qu'on va toujours, effectivement, considérer qu'il va y avoir deux poids deux mesures entre l'homme et la femme. Pourquoi? Non pas parce que l'État va tout faire pour opérer des ségrégations, mais c'est parce que, de manière beaucoup plus subtile, les appareils idéologiques d'État travaillent la conscience, fabriquent la conscience, transforment la sensibilité, la subjectivité. Tu le piges, ça? Donc, la dissimulation, la fausse conscience, la perte de contact avec le réel, la fabrication d'un monde idéal tel qu'il est rêvé par les classes dominantes, c'est ça l'enjeu maintenant des institutions, et pas simplement des mecs qui étaient des mecs redoutables. Tu le piges, Edwige? La preuve avec un petit texte de Marx. Regarde, reprends quand ton petit livret. C'est un passage très célèbre qu'il écrit avec Engels. Alors Engels, c'est pas Charles Engels.
fait, au 19e siècle. Hein. Et donc il est avec Engels, et puis il écrit un chouette texte qui s'appelle l'idéologie allemande. J'ai illustré avec un petit dessin que je trouvais mignon, tu vois. Ce dessin, je l'ai fait un peu pendant le début de la grève des cheminots, tu vois. Et ce petit passage est vraiment très très clair, il est précieux pour nous. Il nous dit, Marx, que les idées de la classe dominante sont aussi à toutes les époques. Les idées dominantes ne sont pas autre chose que l'expression idéale des rapports matériels saisis sous forme d'idées. Donc on n'est pas en contact avec la réalité, mais on est en contact avec un monde idéal fabriqué presque par des appareils idéologiques d'État, comme par exemple les sketchs de femmes sur des femmes qui en font des objets sur lesquels on peut légitimer un retour à la violence. Ah déjà c'est moins drôle. Ça va? Bon, je crois que j'ai fait le tour avec Marx, hein, t'as vu comment ça change un peu la bulle comme cette histoire et tout il me semble que j'ai fait le tour du truc. Alors peut-être on pourrait encore en rajouter une couche et tout, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait le délégué de... Un mec qui vient comme ça, dit oui, je suis délégué, j'ai un truc à rajouter, je suis délégué de la Ligue italo-marseillaise de philosophie. Sì, io vorrei dire qualcosa per favore, Alain, su Marx. Ah ben nous avons le délégué de la Ligue marseillaise qui veut nous rajouter un élément. Sì, la sua nozione dell'ideologia può essere più precisa. Après d'être plus précis encore avec l'idéologie. Sì, qualcuno l'ha resa più precisa, un italiano. Oui, bien sûr, tu veux citer un italien. Bah, sì, raison, ouais. sì, un comunista, perseguitato e imprigionato da Mussolini, un comunista. Voglio parlare di Gramsci. Gramsci! Connais Gramsci? Antonio Gramsci. Antoine Gramsci. Sì, che inventa l'idea di egemonia culturale. Ah, l'egemonia culturelle? Ouais. Per lui non si può prendere il potere politico senza prendere il potere culturale. Ah, chi veut prendre le pouvoir politique doit commencer d'abord par prendre le pouvoir. Quello che possiede la parola possede il mondo. Qui possède les mots possède le pouvoir. Ah ouais, ah ouais. Et donc maintenant le combat il est culturel en fait. Le combat il est culturel. Moi je dis bravo à la Ligue italo-marseillaise. Tout n'est pas dit pour autant. Peut-être que Marx il a même pas été assez loin. Peut-être qu'il y a un mec qui a rajouté une couche. Ça, c'est le troisième axe dans lequel je vais vous poser. Debord. Vous connaissez Debord? On retrouve le mec en 1967, il écrit un bouquin. Donc, comme il écrit un bouquin en 67 c'est juste un an avant. Ouais, 68, très bien, tu vois. Elle a eu une seule. En général, j'ai plutôt un public effectivement qui vient de terminale L. Une ou deux personnes qui viennent de S, et là, on en a une. Encouragé, hein. Ouais, bien avant 68, en fait, le mec qui écrit un bouquin, tu le connais peut-être, le bouquin s'appelle La Société du Spectacle. La Société du Spectacle, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il nous dit d'abord? Il nous dit le mec, on est maintenant tellement avancé dans cette histoire-là, on est tellement loin dans l'institutionnalisation du monde idéal qui recouvre le réel, qu'en fait maintenant le monde en fait n'est qu'un pur spectacle. En fait, les gens ils font plus l'histoire. Pendant des siècles, les gens ils font l'histoire, tu sais. Et des moments, les gens, ça commence à leur péter le carafon, ils descendent dans la rue, tu vois, ils investissent l'espace public, et quand ils investissent l'espace public, qu'est-ce qu'ils font les gens? Bah, ils font. Parce qu'ils sont dans l'espace public, ils sortent de la sphère privée, ils sont ensemble, ils font du vivre ensemble, quoi. Mais le vivre ensemble, c'est sortir de sa sphère privée, puis c'est descendre dans l'espace public, quoi. C'est occuper la rue, quoi. Hein. D'ailleurs, on pourrait presque dire que toute l'histoire, en fait, toute l'histoire du pouvoir, c'est aussi l'histoire des constructions par quoi les hommes évitent de se rencontrer, quoi. Puis des fois, les gens, ils en ont marre. Alors, ils déboulent, ils investissent l'espace, qui est l'espace commun, qui est l'espace du public. Voilà, je vois la Bastille, 14 juillet, tu vois ça, tu vois. Sauf que Debord, il dit, mais maintenant, c'est fini. Parce que quand les mecs, ils descendent dans l'espace public, c'est pourquoi? C'est pas pour être acteur de l'histoire, c'est pour voir l'histoire passer devant eux. Quand on se bouge, c'est pour aller au spectacle. Pas vous à Avignon, hein, en fait. Les
n'était pas revenu. Mais par exemple, il dit Debord, il dit c'est vachement intéressant. Par exemple, tu vois, dans les années 20-30, les mecs, ils sortaient un trop gros portrait de Staline, ils l'avançaient comme ça. Et les gens étaient dehors, ils disaient oh, c'est beau, c'est l'histoire en marche. Vous voyez que c'était son trottoir. Ah, c'est l'histoire en marche, ça calmait, tu vois. Donc on investit l'espace public pour assister comme un spectacle au déroulement d'une histoire qu'on ne fait pas. Tu le piges, ça? C'est les mêmes étoiles, Nuremberg. Oh, c'est joli les torches et tout. Regarde les livres qui brûlent et tout. Quelle jolie cérémonie, tu vois. Ils assistent à la cérémonie, ils voient ça, ça brille de mille feux, c'est qu'à le dire, tu vois. Et en fait, l'histoire se déroule devant eux, avec des figures adorables, magnifiques, qui défilent devant eux. C'est un spectacle, hein, tu vois. Ou par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple, tu vois, les gens, ils investissent l'espace public, hein, et ils voient passer l'histoire, c'est un gros bus bleu, avec le footballeur. Ça y est, le peuple est réconcilié avec lui-même, il y a les footballeurs. Il y a le président aussi, il se spectacularise avec les footballeurs. Et puis il y a, M. Benalla aussi, qui là, on ne sait pas pourquoi, puisqu'il aurait été mis à pied, mais apparemment il a été mis en bus en fait. Tu vois. Ils sont tous là. Et qu'est-ce que fait le peuple rassemblé? Le peuple rassemblé ne fait rien. Il est rassemblé pour ne pas faire. Il est rassemblé pour assister au déroulement d'une grande page de l'histoire de France. Et cette grande page qu'on lui raconte, c'est quoi? C'est enfin le peuple est réconcilié, enfin il y a la fierté d'être français, un pays différent, tout ça. Et donc, Debord, il nous dit, on est passé dans un drôle de monde, on est passé dans un monde dans lequel, en définitive, on n'est plus les acteurs de l'histoire, mais on est là, dans un monde dans lequel, en définitive, on est passif, assistant à une histoire qui se déroule devant nous, et qui est mise en scène par des mecs, tu vois, c'est des Jupiter, ils sortent des pyramides du Louvre, tu sais, tu vois, le retour de la momie, tu vois, il avance, il y a de la musique, il y a de la c'est grandiose, c'est fastueux, c'est magique, c'est spectaculaire, et c'est grâce à ça que je suis dépossédé de mon pouvoir politique. Ça marche? C'est quand même vachement intéressant. Puis l'ami Debord, il en rajoute une couche quand même, parce que je veux dire, ça ne suffit pas quand même, on va en mettre une petite coucouche. Et la petite coucouche, en fait, c'est en 88. Et la petite coucouche qui balance en 88, elle est vachement intéressante, c'est quoi? Il nous dit, on est passé à une étape vachement supérieure maintenant. On n'est pas simplement dans le spectacle auquel on assiste et qui se déroule comme ça, on est passé à maintenant ce qu'il appelle le spectaculaire intégré. Spectaculaire intégré, ça veut dire que maintenant on n'est même plus seulement à voir passer le bus, mais maintenant on contribue, on alimente, on entretient le spectacle. Alors, il y a les ch'tis à Miami, ils se spectacularisent eux-mêmes, mais il y a plus que ça. Par exemple, on disait que tu étais Macron. On disait, hein, tu peux continuer à aller au Télérama, tu vois. Moi, je te vois, tu vois. Moi, je dis, Macron. Il est loin, il a contre-jour. Hein. J'avance vers lui, tu vois. Si j'étais en régime politique, si j'étais en régime politique, qu'est-ce que je ferais? Monsieur Macron, je ne suis pas d'accord avec vos trains de réforme, j'engage un rapport social, politique et démocratique, parce que je ne suis pas d'accord. C'est pas ce que je fais. Je fais pas simplement, ouais, monsieur Macron, clic, 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 on a vu ça, regarde le retour. Non, ça c'est le spectacle en 67. Non, en 88, qu'est-ce qui se passe? En 88, je vois Macron, tu vois, comme ça. Je viens vers lui. C'est pas pour engager un rapport, même un rapport langagier, discursif, contradictoire et donc politique et démocratique. Je suis là, monsieur Macron. La photo. Selfie. Clac, tu vois. Et dans le selfie, qu'est-ce qu'il y a? Bah, dans le selfie, il y a lui et moi qui existons réconciliés dans le spectacle. Tu comprends ça? Alors des fois, les autres, c'est même pas... Par exemple, les mecs, ils vont à Versailles, tu sais? Ils vont à Versailles, déjà à Versailles, tu vois? Qu'est-ce qu'ils font à Versailles? Il y a tous les jeunes présidents, les jeunes ministres, tous, ils sont là comme ça. Macron, il est là, avec les transgenres et tout ça. Là, on a complètement perdu le rapport au réel. On est complètement dégagé du réel. Et on est tous les acteurs et les promoteurs du spectacle par quoi on s'anéantit, on renonce à la survie politique. Ça va? À ce moment précis de l'exposé, vous avez vraiment besoin
Une rupture à caractère. La preuve en image avec un petit texte de bord. Ouvrez ce dernier, vous allez voir la sélection de vos conclure. Ouais, je vous ai décidé du journalisme d'investigation à l'âge de rotation comme cette circularité. On va faire le rapport. Je ne sais pas s'il y a des enfants dans la salle. On a des crayons de couleur éventuellement. On peut les occuper avant le passage de la DAS. Ouais, ce joli passage à citer du spectacle parce que en même temps qu'on lit, vous allez voir, ça va peut-être nous permettre de trouver une issue vachement intéressante par rapport au complot. C'est avec ça que je vais conclure. Toute la vie des sociétés Debord était un mec qui était plein de morgue et qui était un peu chiant en fait. Hein. Et quand il lisait d'un ton très monocorde. Parce qu'il ne voulait pas justement être spectacularisable. Tu vois. Donc en fait, il est super chiant. Il était assez désagréable en fait. On peut dire, c'était vraiment une tête de con. Mais il le faisait par gentillesse en fait. Sinon il était spectacularisable. Et dit, alors c'est pour ça que je prends une voix un peu, tu sais, un peu genre. Mais moi je suis un mec sympa aussi. Je prends une voix un peu anti-spectacle. Il avait fait un film, il avait fait des films, hein, il avait fait des films. Il a fait un film tout noir. Ah ouais. Ah moi je vais lire quand même. Hein. Toute la vie des sociétés dans. Il n'arrive pas là comme ça. Toute la vie des. Avec le nez comme ça. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Plus le spectateur contemple, moins il vit, plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir, ses propres gestes ne sont plus à lui, mais à un autre qu'on lui représente. Vous assistez à une vie qui se déroule, qui vous paraît insincère et qui cependant est la vôtre. L'inauthenticité d'une vie spectacularisée, c'est le propre de la vie moderne. Alors il est temps peut-être de conclure, et c'est là où les choses sont intéressantes, parce que depuis le début, je vous ai dit, putain, il y a un truc quand même, on essaie de réfléchir sur la théorie du complot et tout ça. Théorie du complot, mais voyez, on arrive ici avec Debord, il est vachement intéressant, Debord, il dit. Mais arrêtez de croire à la théorie du complot. Parce que tant que vous croyez à la théorie du complot, qu'est-ce que vous faites? Vous reléguez la faute sur quelques-uns, médias ou que sais-je. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire avec le spectacle intégré ici, Debord? Il est en train de nous dire, mais la grande affaire, c'est pas d'accuser les autres, et de dire que c'est eux, là, qui organisent le complot. La grande affaire maintenant, c'est de faire retour sur soi. Faire retour sur soi parce que je suis l'agent du spectacle, parce que je contribue moi à jouer un rôle qui m'a été assigné et je le joue avec jubilation. J'ai ma responsabilité maintenant dans l'histoire. On peut imaginer qu'avant il y a des structures, des institutions, des bonhommes qui m'écrasent, mais là, Debord, il est depuis 88, c'est plus comme ça que ça marche. Il n'y a plus besoin de pression à l'extérieur. C'est moi-même qui joue la comédie, c'est moi-même qui me joue la petite comédie sociale. Vous saisissez ça? Ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, alors, il faut en finir avec la notion de complot et d'accusation. Et peut-être qu'est-ce qu'il faut maintenant, c'est passer à une autre idée. La grande affaire, c'est pas de dire il y a des complots. La grande affaire, c'est de dire je suis complice. Ça, je le dis, mais il y en a qui le disent beaucoup mieux que moi. Mais peut-être que la délégation italo-marseillaise de philosophie pourrait peut-être nous éclairer. Si, si. Passage de George Orwell avec lequel nous allons achever. C'est juste. Qu'est-ce qu'il dit exactement, George Orwell, dans une période comme la nôtre qui est extrêmement troublée dans le rapport à la vérité? Un popolo che elegge corrotti, rinnegati, che elegge corrotti, un peuple qui élit des corrompus, rinnegati, des renégats, impostori, des imposteurs, ladri des voleurs e traditori. Et des traîtres. Non è una vittima. Un tel peuple n'est pas une victime. Lui è complice. Lui, il est complice. Je vous remercie. Merci beaucoup, mes amis. Merci bien. Merci.
la Ligue italo-marseillaise de philosophie. On appelle ça Roland. Le Rocco du concept. Tu dois malheureusement prendre congé de nous, n'est-ce pas, Roland? Oui, tout à fait, oui. Je crois que tu as appelé sur une autre scène. Oui, au théâtre Notre-Dame. Ah oui, le théâtre Notre-Dame, parce qu'il s'y joue... Un spectacle qui s'appelle Sacco et dans des... Ah oui, qui a été écrit par moi. Ah oui, c'est vrai. Bien, écoute, cher Roland, merci de ta présence parmi nous et à très bientôt. Merci à toi. On engage, messieurs, dames, maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie de soirée, lors de laquelle nous serons à disposition pour vos interventions, remarques, critiques, que sais-je encore. C'est un espace de démocratie que celui-ci. Si par exemple vous tenez à vous lever, à prendre la parole, parce que voilà maintenant 3 semaines que vous avez arrêté de boire, n'hésitez pas de vous lever, vous donnez votre prénom, vous racontez votre galère, 2-3 minutes pas plus quand même, parce que c'est fatigant pour les autres. On vous applaudit, on vous souhaite bon courage et vous vous rasseyez. C'est bien. Moi j'ai une question. Alain, dans ton parcours, là, on aurait dit que ça a progressé. Alors, est-ce qu'il y a des progrès en philosophie? Parce qu'on part de quelque chose dont on ne sait pas trop, et puis ça... On touche le feu. Ouais. Est-ce que de toute façon on peut observer une progression idéologique? Voilà. Voilà. Okay. Une autre question. Mais non, mais bien sûr. Non. C'est vrai, c'est ça, hein. Au fond, tu dis, est-ce qu'il y a une progression idéologique? C'est ça un petit peu ce que j'essaie d'expliquer, hein, modestement. C'est qu'en fait, on pense le politique très souvent par rapport à des institutions, tu sais, par rapport à du droit positif, par rapport à du juridique, par exemple. Et en fait, là, mon propos aujourd'hui, c'est de s'amuser avec ça, avec la question de la dissimulation et de la tromperie en politique, qui est en fait une technique de gouvernementalité. C'est un mot qui avait été bricolé par Foucault. Parce que Foucault disait effectivement, en fait, il y a eu des techniques de gouvernementalité qui se sont développées, comme se sont développées des techniques industrielles, des techniques de production. Et bien, Foucault dit, et peut-être que ma lecture est un peu dans ce sens-là, mais les petits amis, il faut que vous compreniez aussi qu'il y a des techniques de gouvernement qui sont toujours plus fines et beaucoup plus précises. Et en fait, si effectivement notre entrée dans la modernité, hein, quand il écrit, on est en 1517, la rentrée dans la modernité, c'est, on pourrait dire, le divorce entre l'éthique et la politique. Parce que d'un coup, dans la politique, il y a des techniques qui se mettent en place, qui sont des techniques de tromperie. Avant, elles existaient sans doute, mais elles n'ont jamais été nommées et théorisées. Là, elles ont été théorisées pour la première fois. Donc, comme je vous le disais en prenant l'exemple des petits insectes qu'on peut ouvrir pour voir comment la mécanique, elle marche, Machiavel est le premier à dire, mais dites donc, il y a des mécaniques qui se mettent en place maintenant dans le pouvoir, et c'est des mécaniques qui visent à recueillir l'assentiment par le paraître, par le phare, par la tromperie. Et il y a une histoire et un progrès et une efficacité grandissante de ces technologies de la duperie et du mensonge. De telle sorte que, auparavant, elles étaient liées simplement au génie propre et à la virtuosité d'un homme. Elles se sont ensuite développées sous forme d'institutions, et maintenant elles sont tellement efficaces et habiles qu'elles arrivent à travailler la matière première de notre sensibilité, de notre subjectivité, et elles arrivent à nous maintenir dans l'illusion d'une liberté, alors que nous contribuons à renforcer notre aliénation. Donc il y a bien un progrès sur la philosophie, ou bien pour le dire autrement, il y a bien une histoire des sciences et des techniques de contrôle et de gouvernementalité des masses, des populations. Et ça, il faut le savoir. C'est très important. Il y va de notre liberté. Donc, mine de rien, ta question, je la prends quand même. Oui, cher monsieur, mais il faut bien lever la main puis attendre que je te donne la parole, parce que t'as niqué un mec qui était vachement respectueux, qui avait tout compris à l'ordre et à la bienséance, et vient de se faire baiser à cause de vraiment ta vulgarité. Mais je t'en prie. Excusez-moi. Non mais la parole est toute grande gueule, vas-y. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as expliqué, mais le problème c'est que tu as quand même des mouvements à l'heure actuelle. Tu l'as évoqué d'ailleurs, le mouvement des gars de la SNCF.
ils sont tous mis dans la rue, mais ils sont quand même fait bananer. Donc il y a quand même des gens qui sont conscients que ce qui est vrai, mais comment faire pour que... Alors c'est pas ce que je dis, hein, je joue avec deux bords, Ouais, c'est pas moi. Hein. Moi j'ai aucune, je suis vraiment ouvert comme une ville. Voilà. Si tu veux, j'ai pas du tout de... Je joue avec deux bords, hein. Par exemple, tu vois, je fais une leçon sur la métaphysique de la mort dans la littérature, tu vois, dans quelques jours, tu vois. Moi, non mais c'est intéressant ce que... Ah, par contre c'est très intéressant. Donc voilà, comment on s'en sort effectivement de ce dilemme entre le fait qu'on est manipulé et le fait qu'on est conscient quand même qu'on est manipulé, etc. Le problème c'est comment on arrête d'être manipulé et qu'on prend notre destin en main. Quoi faire, comme disait mon visagiste. Sinon, on peut balancer des questions drôles aussi. Hein. Je joue avec deux bords. Hein. Le jeu, c'est que... J'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de dire que ce qu'il dit est vrai, il s'agit de dire que ce qu'il dit est cohérent pour mettre du désordre de nos idées. C'est ça l'idée. Il faut se souvenir d'un truc. C'est que l'ami Debord, quand il fait le pronostic de la société du spectacle, en 67, et puis quand il boucle son cycle en 88, l'ami Debord, il faut savoir d'où il vient. Debord, c'est pas un gauchiste militant chez le petit facteur, hein. Chez la grande timbrée, hein, c'est pas ça. Hein. Debord, à la base, qu'est-ce qu'il est? Il est dans des groupes qui sont des groupes lettristes. Les lettristes, c'est des groupes littéraires. Hein. Et les mecs, ils font des expériences avec le langage. En 67, il écrit La Société du spectacle. Après, il monte l'International, s'il tue. 72, alors que Solaire, c'est une bande de gros nigauds, il commence à défiler pour défendre le fascisme maoïste, et ben, qu'est-ce qu'il fait en 72? Il dit bon, c'est fini, c'est plié, plus la peine de s'engager, plus la peine, excusez-moi, hein, plus la peine de s'engager en politique. C'est pas là que ça se joue. Pourquoi? Où ça joue? Complice. Où ça joue? Où il est le champ de bataille? Le champ de bataille, c'est pas prendre des places et des postes au Parlement. C'est pas d'essayer d'investir les médias pour faire retentir une parole de la différence. Où il se joue maintenant le combat, il dit Debord, et qu'est-ce qu'il fait très simplement? Et bien à partir de là, il se retire de cette scène-là, de ce jeu-là, et où est-ce qu'il va? Et bien il se met à traduire, après 88 par exemple, des grands poètes guerriers du XIVe siècle espagnol. C'est super limpide en fait, c'est super cohérent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire effectivement, il faut combattre. Il faut combattre pour lutter, pour essayer de reconquérir sa liberté. Et où est-ce qu'il a lieu le combat? Où est-ce qu'il a lieu le combat? Le seul moyen que j'ai de ne pas être complice de l'aliénation, le seul moyen que j'ai de lutter contre la gouvernementalité, parce que maintenant le champ de bataille c'est ma subjectivité, le seul champ de bataille qui est valable pour que ma subjectivité soit forte, complexe, nuancée, subtile, et qu'elle échappe au pouvoir qui s'en empare, eh ben, il faut qu'elle soit pleine de complexité, de nuances. Et comment je la creuse, ma subjectivité? Comment je la fais toujours conquérir toujours plus son indépendance? Par l'expérience de la littérature, par le jeu du langage. Parce que parler, ça n'est pas simplement désigner les choses, mais c'est peut-être aussi les faire apparaître et les faire surgir du néant. Quand un homme de pouvoir va vous désigner le réfugié politique, quand un homme de pouvoir va vous dire mais ça c'est un réfugié économique, quand un homme de pouvoir va vous dire ça c'est le terroriste, qu'est-ce qu'il fait? En nommant avec des mots simples, il est en train de fabriquer une vision du monde. C'est ce que disait Gramsci. Gramsci dit tu possèdes les mots, tu possèdes le pouvoir. Et bien ce qu'il est en train de faire, en fait, Debord, dès lors qu'il se tourne vers la poésie, qui est la poésie médiévale espagnole, il est en train de prendre les armes. Parce que recourir à la poésie, c'est quoi? C'est recourir en fait à un chant, qui est le chant du langage, qui cultive sa polysémie, sa richesse, sa profondeur, par quoi justement la vie subjective se déploie dans toute sa force, sa puissance. Et c'est là ma préoccupation. Donc contre toute attente en fait, les seuls, les premiers ou les derniers des résistants sont les poètes. Parce que c'est là que se joue véritablement maintenant le champ de bataille du capital. Oh putain, je sais pas ce qu'il vient de m'arriver là. Dans ce pouvoir-là qui confusionne, est-ce que quand même les médias n'ont pas un rôle à jouer? Est-ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui le rôle de complice
justice, alors qu'il faut nous aider à penser, à toucher plutôt que voir le fond, quoi. Ouais, mais sauf ton respect, c'est un tout petit peu facile. Puisque c'est ce que j'avais essayé de montrer, tu sais, avec Althusser tout à l'heure. C'est que bien sûr, lorsque le pouvoir économique a suffisamment d'argent, il peut acheter des médias, bien sûr, et fabriquer des informations, bien sûr. Les Russes couvrent une chaîne RT et qu'achètent TADI pour qu'il aille dedans. C'est une machine de guerre idéologique où on met du pognon pour fabriquer une opinion qui est l'opinion pro-russe, par exemple. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a un petit peu vu, les appareils idéologiques d'Althusser. Ils sont beaucoup plus subtils. C'est là où il y a eu un vrai progrès dans les techniques de gouvernementalité, parce qu'il y a des appareils qui sont des appareils décentrés, qui n'apparaissent pas comme étant achetés, comme les grands journaux ou comme les grandes télés, mais qui fabriquent sans cesse de l'idéologie. Je vais trouver intéressant de faire référence à ce qui se joue maintenant sur la présence des femmes sur la scène. Ça n'a rien à voir avec une question de journal, ça n'a rien à voir avec des informations qui circulent sur, le sais-je, France Inter ou Le Monde ou la machine. Mais cependant, ça fabrique de l'idéologie, ça structure un rapport entre les hommes et les femmes de manière beaucoup plus efficace que d'acheter la presse féminine. Donc c'est plutôt là où je vous emmène. Mais je l'entends, hein, il faut la faire, il faut que ça passe. Mais je vais un petit peu plus loin que tout ça. Oui, chère madame. Oui, je pensais à la fabrique du doute, c'est-à-dire qu'on n'est plus sûr de rien, donc on ne s'autorise pas à penser de manière divergente parce que, justement, dans les médias, se relaie tellement d'analyses divergentes que finalement on se dit, mais qui croit Ouais. Je sors un peu de ça, moi. S'il y a quelqu'un à croire, c'est le poète, quoi. Hein? Il me semble que le grand combattant aujourd'hui, c'est celui, par exemple, qui va se débrouiller pour recueillir, dans les cas d'ateliers d'écriture, recueillir la parole des migrants, et puis découvrir que derrière le monde migrant, il y a des singularités qui sont irréductibles à un discours médiatique, quel qu'il soit. Et finalement, le confusionnel, c'est quoi? C'est justement une parole qui est une parole commune et qui n'est pas assumée par une subjectivité. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je trouve aussi très étonnant, c'est qu'on est dans un monde dans lequel, par exemple, dès qu'il y a une crise, là il y en a une qui va venir, qui va être mignonne, et ben vous allez voir en fait qu'il va y avoir des éléments de langage qui vont être distribués aux hommes politiques. Et ils vont saturer, comme vous le dites, effectivement les médias, avec des éléments de langage et des mots-clés qui vont revenir sans cesse. Je trouve ça très intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, la grande affaire, c'est la saturation langagière, avec des mots dont personne ne porte la responsabilité. Les éléments de langage, quand je l'ai dit, ma bouche est prostituée par celui qui a écrit les mots à la place. Donc ça veut dire que ça c'est important, c'est une langue sans sujet. C'est une langue sans sujet. C'est un caquetage d'hommes et de femmes morts qui ont tué une disposition au langage. C'est des hommes qui sont privés de parole, des femmes qui sont privées de parole, qui vont faire la saturation médiatique. Et donc la réponse ici, c'est quoi? C'est pas essayer de repérer dans ces paroles-là, qui sont des paroles sans sujet, qui sont des paroles mortes, qui sont des paroles en creux, qui sont des éléments de langage, où serait le vrai du faux. Mais il s'agit au contraire de restaurer, c'est ça la poésie, essayer de restaurer une langue qui soit une langue singulière. Et la langue singulière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'énonce pas des généralités, elle n'énonce pas des éléments de langage, elle essaie de parler de ceux-là qui résistent aux grandes généralités politiques, et quelle est la singularité de l'individu avec son trajet, par exemple. Vous voyez? Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut se tourner, me semble-t-il, maintenant. Il y a beaucoup plus à apprendre, effectivement, de la part du recueil de la parole, la mouvement qui raconte un itinéraire singulier, plutôt que de ces paroles qui sont des paroles sans sujet, qui saturent le champ de l'audition. Vous voyez? C'est un peu là-dedans qu'il faut aller, je crois. Je sais rien, hein. Je dis ça et tout ça, mais de toute façon, après, on des coups. Hein. Ouais. D'abord là, principalement. Ouais. Tu parlais de Debord et de son côté mec pas très appréciable, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, le fait de se retirer du spectacle, est-ce que c'est pas aussi du coup jouer le jeu d'une certaine solitude et en même temps de susciter une certaine haine
Et est-ce que c'est le... Il est c'est un futé, hein. passage obligé, tu vois, de la solitude et la haine de ceux qui sont encore dans le spectacle? Bien sûr. En fait, Debord, il est vachement futé. Il est d'ailleurs tellement futé que je vais faire une petite rupture pédagogique parce que vous posez des questions qui sont quand même trop serrées du cul. En fait, il y a deux écueils, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est se donner absolument au spectacle. Dire, je vais descendre dans l'arène spectaculaire, je vais essayer de lutter à armes égales avec ce monde qui est, Debord disait, dans le monde du spectacle, le vrai est un moment du faux. Dans ce monde du spectacle, tout est mis en scène, même la vérité elle est mise en scène. Dès lors qu'elle est mise en scène, elle est plus crédible. On va mettre en scène, par exemple, le président face à des journalistes très sévères, hein, qui vont vraiment l'attaquer, tu vois. Mais on va les mettre en scène, puis on va être choisi par le pouvoir. Tu vois. Donc c'est vrai que si tu veux, le premier danger, c'est de dire je descends dans l'arène spectaculaire, je vais m'en sortir. C'est pas sûr. Mais l'autre danger, tu l'as nommé par rapport à quelques indices que j'ai donnés, c'est-à-dire je me retire absolument du spectacle. C'est pas possible non plus. C'est plus possible parce que depuis 88, on est dans le spectacle intérieur. Tu peux pas y échapper. L'habileté de Debord, je crois, c'est qu'en fait, il joue avec des masques. Et il joue le masque du misanthrope. Il joue le masque du misanthrope. Il joue. En fait, pour ne pas être un agent du spectacle, il faut être un acteur du spectacle. Ça, c'est vachement important. Se souvenir qu'il est cinéaste. Il remplit les salles avec des films incompréhensibles et qui mettent les gens en colère. Mais dans des salles de cinéma. Se souvenir en effet qu'il a la morgue de la suffisance, mais il adopte le masque de la morgue et de la suffisance. Donc là où il est extrêmement habile, c'est qu'il a compris que ce qui se doit jouer maintenant dans le monde du spectacle, c'est pousser à son terme cette expérience singulière de langage, et la pousser à son terme, c'est jouer aussi avec les masques sans cesse, jouer avec les erreurs et les tromperies, jouer soi-même contre ceux-là qui nous trompent, en raffinant le jeu des masques. Je ne sais pas si je suis clair. J'ai pas l'impression. Du coup, c'est en quelque sorte y rentrer et foncer aussi. Quoi. Ouais, c'est ça. Il met en scène sa dissimulation. Tu vois ça? Balèze, quoi. C'est vachement balèze. Il aurait pu faire comme tous les autres en 68. Monter sur les barricades et faire comme Cohn-Bendit. C'est une Macron. Il échappe au moment de la visibilité apparaît. Mais dès lors qu'il échappe, c'est que de lui qu'on parle. Tu vois ça? C'est vachement intéressant. Ça, c'est un truc à creuser. Oui, chère madame. Nicole Ferroni, quand même, elle a une parole singulière. Pour parler des humoristes féminines. Ouais. Je ne sais pas si vous écoutez sur Je ne sais pas qui c'est. Justement, c'est une humoriste et elle est vraiment. Elle démonte des processus politiques en œuvre qui sont complètement déments. Elle montre cette démente. Moi, je le reçois comme ça en là. Et comme parole singulière aussi, je pensais à un qui s'appelle le 14 juillet, qui raconte la Révolution française uniquement du point de vue des gens qui l'ont vécu. Enfin, ce sont des paroles, en fait. Des paroles que j'ai entendues. J'ai adoré ce jour, 14 juillet. Nicole Ferroni, 14 juillet. Les chroniques sur France Inter. Ah, c'est les chroniques. C'est vraiment une humoriste, mais hyper politique. Hyper politique, mais je pense qu'elle a une manière de montrer, elle a une manière de montrer les choses par la parole qui est vraiment qui éclaircit, qui éclaircit les processus. C'est bien. Bah, vous la saluez de ma part. Non, c'est bien, c'est bien. Hein. Faut chercher des alliés, des soutiens. Hein. Antithèse, hein, oui, bien sûr, hein, vous avez vu. Hein. D'accord, hein. Il faut que j'ai plus de poser le copain, c'est tout. Oui, cher ami, et puis cher madame. Et ceux de 68 qui se sont barrés en campagne, justement monter leur micro-société de leur côté et
qui ont fait fi de la culture dominante justement en disant bah nous de toute façon on se met de notre côté et la nation c'est trop grand et on se fait notre micronation à nous. Quoi. Il manque la proposition principale dans ta phrase. C'est-à-dire En fait, Prends un coup. tu peux faire un retour pédagogique. oui, tu as raison. Je sais pas trop quoi te dire, disons, par rapport aux interventions de nos amis tout à l'heure, tu vois, moi ce que j'essaie de vous montrer, c'est que. Alors, oui, si, peut-être une piste. Ok, d'accord, il y a des caméras de vidéosurveillance toujours plus perfectionnées. Mais il y a des techniques de gouvernementalité qui te maintiennent dans l'illusion du consentement et qui fabriquent ta subjectivité et qui te dessaisissent du langage, qui sont sans doute encore plus efficaces. Créer une Robinsonade, est-ce y échapper? Je ne sais pas quoi répondre vraiment à ça. Pierre Rabhi en fait. Hein? Si on veut, il y a Pierre Rabhi par exemple qui. Il y a Guy Debord, lui il y reste, et Pierre Rabhi il s'écarte simplement. Voilà. D'ailleurs il fait la police. Ouais. Alors, faut pas m'énerver trop avec Pierre Rabhi si tu veux. C'est un exemple. Il y en a d'autres. Bon, si tu veux. Bon, c'est compliqué. À l'emporte-pièce, rapidement. J'ai employé le mot de Robinsonade parce que Marx ne croit pas aux Robinsonades. Marx considère qu'on ne peut plus s'extraire de ce monde. Et c'est vrai. Où y a-t-il un espace, où y a-t-il une temporalité qui échappe? Les communautés desquelles tu parles sont des communautés dans lesquelles il y a vraiment un retranchement et pas une compénétration avec entre guillemets, le monde du dehors. À plus forte raison si le monde du dehors, maintenant, il est dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc la séparation géographique a-t-elle encore du sens? Dès lors que la grande affaire, c'est de comprendre s'il y a ou pas une séparation subjective, une reconstruction subjective. Tu vois, quitte à avoir des îlots de résistance, il ne s'agit peut-être pas de les penser en des termes géographiques, mais il s'agit vraiment de les penser en des termes subjectifs. Il y a un chouette bouquin qui s'appelait, c'est d'ailleurs, je pense, l'une des inspirations de Notre-Dame-des-Landes. C'était, comment il s'appelait ce bouquin? Zone autonome temporaire, ZAT. Je ne me souviens plus le nom de l'auteur, je suis un petit peu fatigué, je vais m'excuser. Il l'avait écrit en 91, c'est un auteur américain, sous ce pseudonyme, et il disait en fait que maintenant les communautés, il faut arrêter de les penser en des termes géographiques, comme on ne peut les penser dans les années 70, certaines personnes, mais il faut les penser en des termes d'affinité subjective, d'affinité sensible, d'affinité élective, de telle sorte qu'il peut se construire des communautés. Il écrit ça en 91 alors que Internet n'est pas encore apparu. Internet apparaîtra en 92. Il peut y avoir des communautés qui se constituent, qui sont des communautés intellectuelles, spirituelles, culturelles, indépendamment des kilomètres, et qui sont peut-être beaucoup plus fortes, beaucoup plus résistantes, beaucoup plus novatrices que simplement des îlots géographiques. Ça a pensé ça. Putain, mais comment il s'appelle ce mec? Ça je te retrouverai, tu laisseras ton 06. Il va revenir tout à l'heure pour qu'on avec vous. Madame, et puis nous allons finir car vous êtes, comment se dire, une masserie sur mon gâteau. Nous allons donc finir par vous. Du rôle des femmes dans notre société, qui a décrit à travers les humoristes. Un peu agaçant. Les femmes ne pas sortir de certains carcans dans lesquels on nous enferme dans ces sociétés dominées par dominants. On ne peut pas dire des hommes. Pas de question, c'est une révolte. Ah ouais, je comprends, qu'est-ce que tu veux, et tu t'adresses à un mec, tu vois. Non, qu'est-ce que tu veux que je dise et tout ça. J'en causais hier avec une copine et tout ça, je disais, quand même, c'est vrai, bon, le mouvement MeToo et tout, c'est quand même encourageant, ça veut dire qu'enfin les femmes s'emparent de la parole, elles ont le droit à la riposte aussi, c'est super important, c'est très bien et tout. Je dis, bon, maintenant, nous les mecs aussi, il faut qu'on trouve une place là-dedans. Mais ouais, vous allez trouver votre place, vous allez la fermer enfin. Donc je vais la fermer en fait, et c'est peut-être tout là-bas.
Merci. Merci. Merci à toutes. Merci à toutes. Et un peu merci à tous, mais surtout merci à toutes. Nous engageons maintenant, si vous le voulez bien, pour ceux qui ont encore le loisir et l'envie. La troisième partie, nous allons nous trouver sur la droite pour boire le rosé magique qui est dans le machin. J'attire toutefois votre attention avec ce petit objet absolument ravissant. Nous sommes Suélapine, votre serviteur, et puis les éditions Camignon Verbet, pour vous faire en fait les petites couillonnades que je vous raconte en fait d'une manière, j'ai quand même écrites, tu vois, et elles font chacune 32 pages de tout petits livrets mignons comme tout, tu vois, et vous pouvez avoir la collecte complète de toutes les conneries que je raconte, car j'en raconte une différente chaque jour de la semaine, il y en a 6, chacune de ces petits cahiers avec le truc écrit est accompagné du petit papier, donc même si tu n'es pas là, tu peux avoir les petits papiers et avec les dessins à caractère érotique que tu peux faire colorier. Et donc tu peux avoir la totale de la semaine ou bien bénéficier de celle d'aujourd'hui, comme tu veux, dans tous les cas. En sus, on t'offre